Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 31 mai 2024, il est 10h en France et 17h au Japon. Et ça y est les gens, les astres ont été alignés, les pierres de Sankara retrouvées, l'anneau unique jeté dans les montagnes du destin, puisqu'on est enfin de retour vendredi après des milliers d'émissions décalées dans tous les sens. De retour au jour historique de l'émission et de retour bien sûr ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du pays d'Oz, à l'exception de toutes les autres. 56e numéro de Soft Power cette semaine pour une émission intitulée La destruction de la soucoupe amirale nous a permis de nous débarrasser d'un adversaire, mais il allait bientôt être remplacé par un autre et le massacre continuera et nous serons obligés de combattre et être condamnés à vaincre ou à périr. Le professeur Procyon, les gens, dans Goldorak, puisque cette semaine, on ira jeter un œil aux dernières images de Precinct, nouveau jeu vidéo des gens de chez Fallen Tree Games qui se sont dit que ce serait vraiment une brillante idée que de réaliser un GTA-like, mais dont le protagoniste est un policier dans un environnement policier et qui devra faire des trucs de policier, comme contrôler des gens et les tabasser pour les mettre en garde à vue. Pas toujours dans ce sens-là, par ailleurs, il est vrai. On en parlera un petit peu et il est probable qu'on trouve tous et toutes ensemble à l'arrivée que c'était peut-être pas une si bonne idée de faire ça, tout compte fait. On partira, une fois n'est pas coutume, du côté du Maroc pour la première fois dans l'émission par ailleurs, si je me trompe pas, pour découvrir la Morocco Gaming Expo, premier salon des jeux électroniques du pays, dont la toute première édition s'est tenue la semaine dernière à Rabat pour un objectif affiché aussi clair qu'ambitieux, faire de la capitale marocaine l'un des plus grands hubs du secteur du gaming en Afrique et dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Rien que ça, on parlera jeux vidéo, on parlera France, on parlera Chine, on parlera Arabie Saoudite aussi et beaucoup de Maroc, vous verrez. On sera également rejoint par Yoichi Hiloma, par Talo Raimon et par Sena Kobayakawa, le fameux Ice Shield 21, pour regarder ensemble un match de NFL, la grande ligue de football américain, ou plutôt deux matchs, les gens qui auront lieu en direct sur Netflix, un événement en soi, mais qui pourrait bien n'être que la queue de comète d'une nouvelle stratégie de la plateforme menée dans un objectif à peine masqué, remplacer définitivement la télévision traditionnelle. On creusera un petit peu tout ça, vous verrez. Quitte à rester dans le sport, on parlera de cet article datant de la semaine dernière de Mediapart au sujet des matchs de football de charité organisés par le prestigieux Variété Club de France qui participe chaque année de récolter des dizaines de milliers d'euros pour tout un tas de bonnes œuvres. Enfin, quand cet argent va effectivement aux bonnes œuvres, et c'est de ça dont on parlera. On fera également un petit point, ça faisait longtemps, au sujet de l'intelligence artificielle générative, à l'occasion du mouvement Touche pas à ma VF, pour lequel les travailleurs et travailleuses du monde de doublage se sont bien décidés à donner de la voix. On ira leur donner de la force de notre côté. Mais les gens, avant de traiter tous ces sujets, quoi de mieux que de commencer l'émission avec la classique, mais jamais surannée bande-annonce de la semaine. Et cette semaine, précisément, j'ai décidé de commencer ce nouveau numéro de Soft Power dans le calme, sans faire de vagues. Alors écoutez la mer au loin, prélassez-vous dans votre barque, chantonnez que tout vous ramènera quoi qu'il arrive vers ce bleu lumière. Mais s'il vous plaît, si d'aventure vous décidez de repartir cette fois, oubliez pas le cochon. L'invitation des ancêtres à voguer sous d'autres cieux pour rassembler notre peuple éparpillé à travers l'océan.
Ah oui? Mon goûter? Un double goûter? Du bacon et des œufs? Pourquoi t'es venu sans le cochon la dernière fois? Le soleil vient danser sur la mer éternelle, mais tous ignorent ses reflets d'or. Elle m'attend sous un tapis de lumière, la mer m'appelle. Moi je veux, derrière les nuages, de nouveaux rivages. Et ces fameux nouveaux rivages, les gens, on a pu enfin en avoir un premier aperçu cette semaine avec les premières images un petit peu consistantes de Vaiana 2, suite de Vaiana premier du nom, la légende du bout du monde, chez Disney, un film de Ron Clements et de John Musker sorti en 2016 qui avait eu à l'époque son petit succès critique et son gros succès commercial, empochant un peu plus de 643 millions de dollars au box-office mondial, ce qui l'avait rendu très confiant pour aller briguer l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation de 2017, avant de se faire coiffer au poteau par Zootopie de Brian Howard et de Rich Moore. Vaiana, qui avait pu aussi en parallèle être la source de critiques insistantes, notamment en Polynésie, l'intrigue du film s'inspirant librement des figures de la mythologie polynésienne, critiques qui reprochaient au film ses représentations plus que douteuses des Polynésiens, son choix aussi d'engager Dwayne J'aime uriner dans des bouteilles Johnson en lieu et place d'un comédien de doublage local qui aurait pu rendre les quelques mots polynésiens du film compréhensibles, et des critiques aussi concernant le merchandising du film qui proposait notamment des costumes brownface tout en un, ce qui avait par ailleurs amené Disney à arrêter sa commercialisation. Bref, autant de critiques qui avaient amené la Commission des droits de l'homme de Nouvelle-Zélande à réclamer à Disney d'entendre les avis des communautés et peuples sur lesquels se fonde le film. Mais très clairement, vu les premières images de ce Vaiana 2, Disney a fait comme la France en Kanaki et ses critiques ont eu l'effet d'une bouteille à la mer. Vaiana 2 donc, dans une grande partie de l'Europe en tout cas, puisque dans le reste du monde c'est Moana 2. En Europe, on a dû modifier le nom du fait que Moana était une marque déposée, et en Italie ce sera même Oceania 2, puisque Moana était aussi le nom d'une populaire actrice de film pour adultes. C'est pas une blague. Vaiana 2, donc, suite écrite et réalisée par David Derrick Jr., dont c'est le premier long métrage, avec toujours Auli Cravalho et Dwayne Johnson, respectivement, pour leur rôle de Vaiana et de Maui, qui se croiseront lors d'un nouveau périple de Vaiana dans les mers lointaines d'Océanie, après qu'elle a reçu un appel inattendu de ses ancêtres. Le tout sur fond de musique Legend, sur fond de musique de Mark Mancina et d'Opetai Foai, qui reviendront une nouvelle fois pour composer la musique du film, aux côtés cette fois d'Abigail Barlow et d'Emily Baird aux chansons, comme on avait déjà pu le dire lorsqu'on avait parlé de la saison 3 de la chronique des Bridgerton, que je vous invite à réécouter, et remplaçant de ce fait Lin-Manuel Miranda qui avait officié sur le premier film. Et si je vous parle de ce Vaiana 2 aujourd'hui, c'est qu'il me semble qu'il est éclairant à plus d'un titre de certaines des tendances de fond qui traversent l'industrie. Originellement pensée pour être une série musicale, c'est ainsi qu'elle avait été décrite par Jennifer Lee, la directrice de la création de Walt Disney Animation Studio lors du Disney Investor Day de 2020, le projet avait été rattrapé comme ça en semi-catastrophe par Bob Iger, le grand PDG de The Walt Disney Company, pour être réorganisé et devenir ainsi un film complet. Je le cite: « Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu et nous savions que cela méritait une sortie en salle. » Est-ce que ça veut dire du coup par corollaire que les productions à destination de Disney+ sont normalement éclatées au sol et ne méritent pas de sortie en salle, elles ? Je sais pas, mais rien à voir en tout cas bien sûr avec le fait que Disney se devait de remplir un calendrier de sortie de l'année famélique, que l'entreprise avait perdu son leadership à Hollywood en 2023 et ce pour la première fois depuis 2015 au profit d'Universal. Rien à voir non plus sans doute avec le fait que le premier film Vaiana avait connu un très important succès et que l'année dernière il avait tout cartonné en streaming avec 11,6 milliards de minutes visionnées. Les gens, 11,6 milliards de minutes, ça fait beaucoup de minutes, vraiment beaucoup de minutes. Il y a toujours plus de bullshit dans ces chiffres que d'eau dans l'océan, très clairement, mais des chiffres qui avaient tout de même fait de Vaiana le titre le plus regardé en streaming aux États-Unis, faisant de lui aussi un des 4 plus gros succès du streaming pendant 4 années consécutives, de quoi supporter un retour en salle potentiellement à succès pour un Disney qui, après les résultats décevants de ses Encanto, de Avalonia et le four qui a été Wish, est plus que jamais décidé de se reconcentrer sur ses franchises déjà installées. En témoignent les projets Zootopie 2 et La Reine des Neiges 3 qui devraient montrer leurs premières images dans le courant de l'année prochaine. D'où aussi les importantes charrettes de licenciements qui ont eu lieu la semaine dernière chez Pixar. Moins 175 travailleurs et travailleuses de l'animation, c'est colossal, c'est 14% du studio, c'est énorme.
Non, non, nous, on veut des suites de franchises et des franchises de franchises. Et ça marche pour l'instant, puisque cette bande-annonce de Vaiana 2 que vous venez de voir ou d'entendre si vous suivez l'émission en podcast détient juste le record du plus gros lancement d'une bande-annonce d'un film d'animation de Disney ever, avec 178 millions de vues en 24 heures. Ça fait encore beaucoup de vues, décidément. Mais au-delà de ça, ce dont on parle moins, les gens, et ce qui m'a motivé à vous parler de ce projet Vaiana 2, c'est qu'il est aussi tout à fait intéressant de se pencher sur ceux qui l'ont fait, puisque Vaiana 2 est aussi le premier long métrage de Walt Disney Animation Studios depuis de nombreuses années à ne pas avoir été entièrement produit dans les classiques studios de Burbank, au profit d'une collaboration largement à l'avantage d'un nouveau studio d'animation Disney ouvert à Vancouver en janvier 2022, studio dont le premier projet était précisément ce Vaiana 2, un studio au Canada, une fuite masquée de la production nationale. Si vous écoutez régulièrement l'émission, tout ça devrait vous rappeler une autre histoire, celle du géant de l'animation DreamWorks qui avait annoncé l'année dernière s'éloigner lui aussi de la production interne à Los Angeles et en s'offrant notamment un partenariat plus serré avec Sony Imageworks. Sony Imageworks qui entre 2006 et 2019 avait déplacé la majorité de sa production à Culver City à Vancouver, au Canada décidément, sur impulsion de Randy Lake, un ancien avocat en valeurs mobilières. Randy Lake désormais directeur de l'exploitation chez DreamWorks. Tiens. Et ce, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles Disney teste également des déplacements de production au Canada. Officiellement, pour Clark Spencer, président des Walt Disney Animation Studios, c'est parce que Vancouver abritait et abrite encore certains des artistes et des techniciens les plus talentueux du monde, ce qui est sûrement vrai de facto, puisque tout le monde délocalise là-bas. Mais beaucoup moins officiellement, tout ça se justifie avec force par l'envie de profiter d'importants crédits d'impôt disponibles au Canada, dont on a déjà parlé dans l'émission, mais aussi et surtout de bénéficier pleinement de l'absence de protection syndicale et de conventions collectives solides, a fortiori dans un contexte où bon nombre d'analystes de l'industrie relèvent que l'on est sans doute à l'embouchure d'une très potentielle grève des animateurs et des animatrices cette année aux États-Unis. L'accord cadre du grand syndicat d'animation, le TAG, pour la période 2021-2024 se terminant prochainement, ce qui mécaniquement va entraîner de nouvelles négociations avec les studios, remettant ainsi en avant des questions très similaires à celles posées par le syndicat des acteurs et des actrices et celui des scénaristes d'Hollywood lors de leur grande grève de l'année dernière. On en a beaucoup parlé dans l'émission, à savoir les questions de l'obtention de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, d'une vraie protection face à l'intelligence, aux intelligences artificielles génératives, entre autres. Voilà, c'est un petit peu toutes ces choses, les gens qui remuent, qui se déplacent, tous ces ressacs qui sont en arrière-plan et qui témoignent des tendances de fond, il me semble, des dispositifs en place derrière les nuages et les vagues de ce Vaiana 2. Bref, pour savoir si le film méritera son raz-de-marée, les gens, rendez-vous le 27 novembre prochain dans les salles françaises, à moins qu'il ne s'agisse pour Disney encore qu'un énième creux de la vague. Pas mal de personnalités, les PME marocaines et bien évidemment ces entreprises mondiales. Comme vous l'avez vu, il y a une présence aujourd'hui de pas mal de personnalités, de pas mal de structures internationales, dont notre objectif à nous, c'est de les attirer vers le Royaume du Maroc pour investir au Maroc, afin de créer justement une dynamique positive pour que demain, nos startups, nos sociétés puissent se développer et pourquoi pas, certaines d'entre elles, devenir des acteurs mondiaux dans le gaming. L'autre objectif... Et si l'avenir du jeu vidéo se jouait en grande partie au Maroc, ça c'est la grande question à 10 millions de dirhams que sont posés de nombreux et de nombreuses professionnels de l'industrie lors de la Morocco Gaming Expo, premier salon des jeux électroniques d'Afrique, dont la toute première édition s'est tenue la semaine dernière à Rabat. Un événement structuré autour d'un objectif absolument assumé par Mehdi Ben Saïd, l'actuel ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication, lors de l'inauguration du salon vendredi dernier. Je le cite: Rabat est destiné à devenir un gisement d'emplois de qualité, mais aussi un foyer de créativité culturelle et sociale dans la capitale et l'un des plus grands hubs du secteur du gaming en Afrique et dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et en support de tout ça, les gens des objectifs chiffrés: atteindre au moins 1% des recettes générées par l'industrie mondiale du jeu vidéo, qui se chiffre à plus de 300 milliards de dollars. Ambitieux, le gars. Enfin, les gars, il n'était pas seul, puisque cette inauguration s'est aussi faite en compagnie d'André
André Azoulay, le conseiller du roi Mohamed VI, de quelques ministres et de Takaya Imamura, l'homme derrière le design des personnages des franchises F-Zero et Star Fox chez Nintendo et derrière le design de Tingle dans les franchises Zelda. Je suppose qu'il a vu la lumière, il est rentré, je sais pas. Et il n'est pas le seul à l'avoir vu par ailleurs cette lumière, puisque plusieurs pays se sont invités à la fête. La Chine, bien sûr, avec le groupe d'investisseurs chinois Century Huatong qui s'est empressé d'annoncer son intention d'investir dans le secteur du jeu au Maroc et définissant le pays comme une véritable plaque tournante d'accès au marché africain, avec tout un projet de faire venir des éducateurs chinois au Maroc, évidemment, je vous passe les détails, mais aussi la France, les deux pays ayant signé vendredi dernier un accord de partenariat visant à renforcer la coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives, dont le jeu vidéo est précisément la figure de proue, un partenariat qui concrètement amènera dans les mois à venir à la création d'incubateurs pour appuyer et aider les startups et PME marocaines à l'élaboration de programmes de formation, au partage d'expertise, de ressources, etc. Bref, un événement gaming qui se voulait être, comme son site officiel le présente, une plateforme d'exposition de l'écosystème du gaming au Maroc, une plateforme d'échange et de coopération avant tout destinée au B2B, mais aussi une plateforme de formation et de développement avec son lot de tables rondes, de conférences sur l'e-sport en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, sur la musique dans le jeu vidéo, sur l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo aussi, etc. Ou encore une plateforme de compétition e-sport, la Morocco Gaming Expo ayant aussi été le terrain de compétition e-sportive. Écosystème e-sport au Maroc en pleine croissance avec l'organisation en mars et avril de cette année de la première édition du championnat des jeux électroniques au nom infernal, Ibotola MDJS eSport. Facile pour s'en souvenir, très bien, merci beaucoup. Organisée par la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, elle-même créée en 2020, fédération reconnue par le Comité olympique marocain et sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. C'est dire à quel point il y a un front uni pour pousser l'industrie marocaine du jeu vidéo. Et Botala MDJS eSport, une vraie compétition d'e-sport avec sa première ligue en direct de différentes maisons de jeunes du pays, puis des playoffs, le tout en partenariat avec eSport. Bref, autant d'échanges de bons procédés dans le cadre de cet événement Morocco Gaming Expo qui, pour sa première édition, a plusieurs jours durant servi de plateforme aux entreprises et autres startups marocaines et aussi de plateforme à tout un tas d'intervenants et d'intervenantes qui en ont profité pour rappeler le grand plan marocain Rabat Gaming City, une initiative annoncée en novembre 2022 lors du Morocco eSport Summit par Guita Mezour, ministre délégué et chargé de la transition numérique, et qui a pour ambition de simplement transformer Rabat en un hub majeur de l'industrie du jeu vidéo. Mais je veux dire, les gens, très concrètement, un hub, une cité physique située à Yacoub Mansour qui s'étendra sur une superficie de 5 hectares pour 24 millions d'euros de budget pour un chantier qui devrait démarrer en septembre prochain avec 3 zones, avec leur espace d'accueil, leur open space, leur bureau, leur salle de réunion de formation, mais aussi leur restaurant, leur clinique, leur hôtel et leur volonté de créer 4000 emplois d'ici 2027. Projet Rabat Gaming City qui lui aussi se fait la suite d'un projet lancé en 2021 de développement d'une zone d'accélération dynamique. Je vous passe les détails, dédiés aux jeux et à l'industrie cinématographique par l'ancien ministre de la Culture, Othman El Ferdaous, que je dois prononcer probablement très mal. Bref, tous ces projets, tous ces événements, tous ces partenariats récents qui reflètent, il me semble, la volonté du Maroc de devenir un pays producteur de jeux vidéo qui compte et ainsi se mettre au diapason de la tendance mondiale dans ce domaine. Et le pays a toutes ses chances d'être l'un, si ce n'est le chef de file régional de cette industrie, avec sa population particulièrement jeune, avec ses revenus du jeu vidéo qui ont augmenté de 15% en glissement annuel en 2023, avec une industrie nationale désormais cotée à 218,5 millions de dollars pour un pays qui est l'un des plus grands consommateurs de jeux vidéo en Afrique et qui compte, ça on le sait assez peu, juste le plus grand nombre de joueurs professionnels sous licence du continent avec 37 000 joueurs. Mais la guerre sera rude, vous le savez, le Maroc se positionnant sur cette fameuse région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, une région où actuellement un autre challenger du jeu vidéo a mis les bouchées décuples ces derniers mois pour littéralement tirer son épingle du jeu. On en a beaucoup parlé dans l'émission, l'Arabie Saoudite dont on a déjà beaucoup parlé et qui, dès cet été, organisera tout simplement la première Coupe du Monde d'e-sport avec la monstre dotation de 60 millions de dollars à la clé. 60 millions de dollars à la clé, les gens, c'est délirant. Objectif, là aussi, créer 40 000 emplois, atteindre 1% du PIB national en 2023 avec le secteur du jeu vidéo, d'où le rachat de studios américains et japonais par le fonds d'investissement saoudien, aussi dans l'espoir de produire localement un jeu d'ici 2020.
2030. Bref, le jeu de stratégie entre tous ces pays et entre toutes ces régions dont on a régulièrement parlé dans l'émission ne fait que commencer, les gens, et c'est dans ces moments-là que l'émission peut difficilement mieux porter son nom. Grosse pression pour le président face au gardien du CHU de Poissy. Prend pas beaucoup d'élan. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mbappé pendant l'Euro. Plein du pied. Il est allé. Et voilà. Et voilà. Intérieur du pied. Au centre, c'est culotté parce que c'est pas tout à fait une panenka, mais c'était parié sur le fait que le gardien est plongé. Ça a fonctionné. Félicité par ses coéquipiers. Oui, c'était absolument la voix de Christophe Barbier en commentaire. Oui. Ah bah, toutologue, les gens, c'est littéralement tout, Et ce commentaire, il était à destination d'un match du Variété Club de France, grande institution fondée en 1971, mais surtout club caritatif qui enchaîne des matchs de gala à blinde chaque année où s'affrontent grandes légendes du football, célébrités et politiques afin de récolter souvent des dizaines de milliers d'euros pour tout un tas d'organisations, pour la Fondation Abbé Pierre, pour le Secours Populaire, etc. Ce pourquoi il n'est donc pas si surprenant que ça qu'Emmanuel Macron ait participé fin avril à un match de gala organisé à Plaisir dans les Yvelines, au profit cette fois des pièces jaunes. Emmanuel Macron, qui a joué aux côtés de Didier Deschamps, de Laurent Blanc, de Marcel Desailly, de Christian Carambeu, de Robert Pires, pour un match à l'issue duquel avaient été récoltés 57 000 € à destination des bonnes œuvres, ou peut-être pas. Ça, c'est ce qu'a révélé la semaine dernière Anton Rougier pour le journal en ligne Mediapart, décrivant méthodiquement un juteux business savamment mis en place autour de ces matchs de football caritatifs. Oui, préparez-vous, vous allez avoir envie d'encastrer très très fort votre tête dans un mur, from pièce jaune to carton jaune real quick. Pour bien comprendre la machinerie mise en place, les gens, il faut que je vous présente succinctement nos protagonistes. À ma droite, Jacques Vendroux, célèbre journaliste sportif que vous avez probablement déjà vu ou déjà entendu et qui est passé par France Inter, par France Bleu, par France Info, avant de débouler sur tous les réseaux Bolloré et notamment sur CNews. Jacques Vendroux, qui est également l'un des cofondateurs du Variété Club de France, qu'il participe de diriger depuis plus de 50 ans. Et à mon autre droite, Baptiste Vendroux, fils de Jacques Vendroux. Là, vous savez déjà que ça va siffler hors jeu dans pas longtemps. Journaliste sportif, lui aussi, tiens, officiant sur Prime Video et qui a cofondé une autre société en 2018, Ventilo Sport, avec Tom Rocheteau, fils du footballeur Dominique Rocheteau. Et vous pourriez être enclin d'effacer de votre mémoire rapidement le nom Ventilo Sport, mais n'allez pas trop vite en besogne, les gens, puisque ce fameux événement Pièce jaune X Macron n'a ni été organisé par les Pièces jaunes, ni par le Variété Club de France, mais bien par Ventilo Sport, la société de Baptiste Vendroux. Ventilo Sport qui fait littéralement ventiler son beurre sur son partenariat très proche avec le Variété Club de France, et ce depuis plus de 6 ans. Sauf que, les gens, vous vous en doutez, il y a un hic pour cet événement Pièce jaune. Ventilo Sport a proposé à des entreprises de payer entre 25 000 et 75 000 € pour s'associer à l'événement, histoire d'avoir entre autres leur logo sur les maillots, mais aussi et surtout de pouvoir participer à la collation d'avant-match et à une magnifique soirée à l'Elysée, sachant que plus vous payez, plus vous disposiez de place à ces soirées notamment. C'est donc à minima entre 200 000 et 600 000 €, ça fait une sacrée fourchette, mais c'est normal puisqu'on ne sait pas exactement quelle entreprise a payé combien, entre 200 000 et 600 000 € de gains qui ont été réalisés par Ventilo Sport. Ça en fait un sacré paquet de pièces jaunes, sauf que 0 € de cet argent est allé aux bonnes œuvres, si bien est qu'à minima, Ventilo Sport a réalisé pour elle un gain 4 fois supérieur, les gens, 4 fois supérieur à l'argent directement récolté par les pièces jaunes. Ça la fout mal. Et si je voulais vous énerver davantage, vous glisserez là comme ça que la petite sauterie à l'Elysée a évidemment été organisée sur fonds publics, mais je le ferai pas, vous me remercierez plus tard. Voilà les gens, évidemment, lorsque Mediapart contacte Jacques Vendroux pour lui demander qu'est-ce donc que ce Beans, celui-ci s'est défaussé d'abord en disant que le choix de travailler avec son fils a été avant tout un choix du comité directeur du Variété Club de France. Le gars, il dit ça comme si il n'en faisait pas partie et qu'il y avait un poids majeur, alors que si. Pour mieux finir par un déjà classique, je le cite au micro de Mediapart, « On travaille avec qui on veut, il est où le problème? On vole des gens, on tue des gens ?»
il n'a pas vu assez de streams de Clément Viktorovitch, lui, c'est sûr. Certains, bien évidemment, à la défense de Ventilosport, et notamment du côté des députés de chez Renaissance, on avance très vite l'hypothèse que tout ça n'a rien d'anormal et relève d'un win-win, puisque Ventilosport travaille aussi à trouver des partenaires permettant d'augmenter les dotations financières. Un argument qui se tient évidemment, qui se tiendrait si on observait une différence numéraire des dotations avant et après l'arrivée de Ventilosport. Et spoiler, il n'y en a pas, aucune, rien du tout. Et tout ça est d'autant plus flou. Bien sûr, les gens que Jacques Vendroux, Tom Rocheteau et Baptiste Vendroux sont tous les trois membres du Variété Club de France et qu'on ne sait plus très bien, vu l'organigramme du club, ce qui en relève ou ce qui relève des attributions de Ventilosport. Le tout renforcé par le fait que Jacques Vendroux lui-même fait la promo de l'entreprise de son fils dans tous les médias où il peut, et par le fait que Baptiste Vendroux en fait de même en s'appuyant sur le long historique de bonnes valeurs de Variété Club de France pour faire briller sa propre société, ce qu'ils font d'autant plus librement que la galaxie des médias Bolloré laisse notamment au père Vendroux tout le terrain à ses capsules promotionnelles sur Europe 1, dans le JDD, sur CNews, etc. Et c'est pas fini, les gens, c'est pas fini, puisqu'il y aurait aussi à dire sur la relation questionnable, dirons-nous, entre Jacques Vendroux et Emmanuel Macron, dont on sait, grâce à Mediapart, qu'en 2018, les deux s'étaient organisés au Calmito Tard les Pépitos, un petit rendez-vous confidentiel, comme ça, à l'Élysée, pour discuter d'une aide présidentielle à Michel Platini, ami de longue date de Jacques Vendroux et mise en cause dans l'attribution de la Coupe du Monde de Qatar. Et c'est pas fini, les gens. Et c'est pas fini, puisque Mediapart rappelle également que Ventilosport s'est aussi développé grâce à tout un banc de députés au Parlement, à l'Assemblée, dont des députés d'extrême droite, tranquilles, mais aussi, et bien sûr, Renaissance. Oui, c'est différent. Je sais. Donc, Carl Olive, député, mais aussi président depuis novembre 2022 du Variété Club de France et qui, mystérieusement, a été le premier à monter à la défense de Vendroux auprès de Mediapart. Je me demande pourquoi, je me demande s'il y a un lien. Il faudrait que je contacte Mediapart, les gens. Rien à voir avec le fait. Et je vous lis texto ce passage de l'article Mediapart parce que c'est suffisamment magique en soi. Le 7 février 2020, Carl Olive votait par exemple une délibération dont il avait lui-même présenté le rapport accordant une subvention de 20 000 € à l'association. Non, probablement rien à voir avec ça. Et vous savez quoi? Je vous invite à lire le reste de l'article pour découvrir aussi l'histoire du lobby déguisé et des partenariats plus que douteux avec des géants du numérique et de la crypto-monnaie. C'est génial, les gens. Bref, une pure illustration du concept de charity business où l'utilisation d'actions caritatives se fait à des fins d'enrichissement de sociétés privées n'ayant pas de finalité caritative. Alors oui, c'est très loin d'être le seul cas. Souvenez-vous de cette émission Vox Pop sur Arte, les Madoff de l'humanitaire, où l'on apprenait notamment qu'en 2007, une lettre anonyme avait dénoncé des pratiques plus que douteuses au sein de l'UNICEF en Allemagne, dont une des parties des dons disparaissait mystérieusement et dont des commissions démesurées parvenaient aux intermédiaires. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais quand ça relie de grands groupes médiatiques, des politiques en place et de la pop culture, ça fait très vite mal à la tête. Affaire à suivre, bien sûr, dans l'émission. Les gens, il faudra être patient. Mediapart vient juste d'appeler la VAR et nombreux sont ceux qui risquent ici la penalty. Les gens, il est 17h40 au Japon, il est donc 10h40 en France, je sais toujours compter. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch, puis sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Et oui, en vrai, l'émission est le vendredi. Oui, je sais, c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est l'heure de la pause musicale de la semaine, le temps de se détendre un peu les esgourdes et on se retrouve juste après pour parler de Precinct, le GTA-like de chez Fallen Tree Games, ou le GPA-like pour être plus précis, puisqu'on y incarnera un policier avec des aventures de policiers et c'est précisément de ces représentations policières dont on parlera. On s'intéressera également à la signature de ce grand contrat de 3 ans entre Netflix et la NFL, la grande ligue de football américain. Un contrat important pour la plateforme, bien sûr, mais qui pourrait bien marquer également une nouvelle étape dans une tendance de fond déjà bien entamée depuis quelques années par le géant ON Rouge. Vous verrez. Et on fera aussi un petit tour d'horizon de la question de l'intelligence artificielle générative en France à l'occasion du mouvement Touche pas à ma VF qui dévoile plus que jamais le rapport houleux entre intelligence artificielle et travailleurs culturels. Mais juste avant qu'on parle de tout ça, les gens, direction, vous le savez, la pause musicale avec le titre de la semaine sur Soft Power.
Les gens, vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast, VOD et version audio ou pour soutenir l'émission, vous pouvez laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, notamment sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également soutenir mon travail et l'émission en passant directement sur ma page Patreon, dont le lien est en description ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct ou en vous abonnant à la chaîne Twitch, vous le savez, soit directement, soit en utilisant le sub inclus dans votre abonnement Amazon Prime. À noter pour celles et ceux que ça intéresse que depuis quelques jours sont également disponibles après littéralement des mois et des mois d'attente les VOD et leur version podcast des discussions qu'on avait pu avoir l'année dernière avec quelques intervenants et intervenantes en lien avec les thématiques de l'émission. Vous pouvez d'ores et déjà écouter et voir la passionnante discussion avec 2 membres du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo au sujet précisément de la lutte pour et avec les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, ou la discussion non moins passionnante avec la mangaka suisse Yamishin où on parle création de manga francophone, conditions de travail, santé mentale et j'en passe. 2 discussions toujours autant d'actualité il me semble et que vous aurez j'espère autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à les redécouvrir au montage. Rendez-vous lundi prochain par ailleurs pour la dernière discussion de l'année dernière avec Marvin et Vincent de Tokulture pour parler Tokusatsu. C'est également très cool. Bref, vous le savez, les gens, tous les liens, que ce soit pour la VOD, les podcasts, ces fameuses discussions ou pour accéder au meilleur Discord de l'univers, à l'exception de tous les autres, bien sûr, en description, c'est dit. I'm Louis Vogel, Art Director on The Precinct, here to talk you through your beat as the ACPD's newest recruit. Welcome to the Rotten Apple. Good police work starts on the ground. Everything from parking infractions to vandalism to bank heists is procedurally generated in-game, so you never know what the day will bring. Your cruiser is the best way to patrol the city, but be ready to hit the streets on foot if things get loud. In this town, that happens all too often. When you've caught your mark, you'll need to follow procedure to make sure you handle the interaction appropriately. They could be a good citizen who made an honest mistake or a career criminal wanted for multiple offences. That's not to say you can't stop. 13h12. Le soleil décline déjà, laissant les ombres s'étirer dans mon bureau miteux. La fumée de ma cigarette danse dans la lueur grise comme une ballerine à bout de course. Mon whisky à moitié vide trône sur le coin de mon bureau écaillé. La vie m'a donné des coups, mais j'ai appris à encaisser. La ville est un échiquier, et je suis cette pièce usée qui se déplace en diagonale. Mais j'ai flairé quelque chose, une odeur de pourriture dans les rues les plus sombres de cette ville à l'envers. La police, ces marionnettes en uniforme, jouent un jeu dangereux. Un jeu vidéo pour être précis. J'ai mis la main sur ces preuves. Des fichiers cryptés, des conversations secrètes. La police se sert de ce jeu pour manipuler les esprits, pour semer la discorde. Les pions avancent et la ville se divise. Mais moi je suis pas un pion. Je suis le chat. Et je griffe. Mesdames et messieurs, vous écoutez le podcast du détective Rocher. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes déjà dans le jeu. Mais souvenez-vous, la vérité est comme un diamant brut, caché sous les ordures. Et moi je vais le polir jusqu'à ce qu'il brille. Car la nuit est sombre, mais mes yeux, eux, sont acérés. La vérité de ce jeu éclatera bientôt, et c'est moi qui en sera le messager. Oh bah oui, voilà. Bon, s'il vous reste un Oscar du meilleur acteur, je veux bien l'accepter. Hein. Je pourrais le mettre en fond à côté de ma statuette de Bruce Lee en plastique là que vous pouvez voir derrière moi. Je propose ça, comme ça. Oui, on se met bien. Mais en attendant, les gens, quel peut donc bien être ce fameux jeu dont parlait le détective Rocher Eh bien, ce jeu, les gens, c'est Precinct, le nouveau jeu des petits gars de Fallen Tree Games, un studio de développement basé au Royaume-Uni. Precinct, suite spirituelle de leur précédent jeu American Fugitive, sorti en 2019, pour cette fois-ci un jeu d'action en monde ouvert, néo-noir, très inspiré d'un petit jeu indépendant que vous connaîtrez peut-être, GTA, à ceci près que loin des folies gangsta du quintuple A de chez Rockstar Games, Precinct a cette petite particularité de vous faire incarner la police. Yes, cachez votre joie, puisque vous incarnerez l'officier Nick Cordell Jr., un jeune policier en vue isométrique tout juste sorti de l'académie et qui aura pour mission de nettoyer la ville, d'enquêter sur les gangs du coin, souvent dans des émissions générées aléatoirement, et se lancer dans des poursuites de véhicules que l'affiche Steam nous annonce déjà palpitantes et que pourtant la bande-annonce nous montre déjà beaucoup moins palpitantes, le tout dans la perspective d'en apprendre plus sur le meurtre de votre père tué en service. Et quand je vous dis que vous incarnerez la police, oh oui, vous l'incarnerez
puisque comme en témoigne cette nouvelle bande-annonce du jeu, diffusée la semaine dernière, vous pourrez vous promener dans vos bureaux pour, on l'imagine, y signer toute la paperasse nécessaire. Vous pourrez contrôler à l'envi l'identité des malfaiteurs avant de mieux les fouiller. Vous pourrez mettre des gens en garde à vue, allumer les gyrophares de votre hélicoptère, faire la moitié des plateaux de BFM TV et accompagner des manifestations néo-nazis en plein Paris. Tout y sera, ou presque, évidemment. J'exagère, je ne sais pas si on pourra vraiment mettre des gyrophares sur l'hélicoptère, je sais que c'est qu'un jeu vidéo, mais quand même. Et si j'aborde avec vous, les gens, le sujet de ce Precinct aujourd'hui, c'est précisément parce que vous y incarnerez la police. Alors bien sûr, c'est pas le premier jeu où on peut incarner les gardiens de l'ordre. Police Simulator d'Aesir Interactive, on pouvait jouer la police. Contraband Police de Crazy Rocks, on pouvait jouer la police. Ready or Not aussi, pourquoi pas de Voice Interactive, on pouvait jouer la police. Power Wash Simulator de Future Lab, on pouvait jouer la police. Mais ce Precinct a pour petite particularité que jusque dans la promotion du titre, il est fait référence directement à son inspiration des films et séries policières dites classiques des années 80, comme vous avez pu le dire à l'instant dans le chat. Année absolument charnière pour le genre policier, notamment aux États-Unis, qui dans ces années-là a vu l'émergence de la distribution par câble et par satellite comme alternative populaire à la classique diffusion sur les réseaux historiques qu'étaient ABC, CBS et NBC. Résultat, dans un marché de plus en plus encombré, le besoin d'œuvres d'appel à la fois familières et uniques s'était fait de plus en plus sentir, encourageant les réseaux à autant se lancer dans des programmations coûteuses mettant l'accent sur la sérialité que dans des programmations moins risquées avec des formules plus reconnaissables. C'est dans ce contexte et après des années de ventre mou que les productions policières se sont présentées comme l'une des candidates idéales, autant pour fournir de nouvelles œuvres aux structures très classiques, très années 60 et 70 dans la démarche. Ces œuvres, vous les connaissez, c'est Hooker, c'est Dans la chaleur de la nuit, c'est Rick Hunter, que idéal pour permettre de croiser les genres, de fusionner des canevas, de commencer à tenter de nouvelles choses, avec Captain Furio qui a juste reçu 98 nominations aux Emmy Awards, avec Deux flics à Miami, avec Kanye et Lacey. Petit rappel, les gens, petit rappel de ce que c'était. Dégagez le passage! Ça n'est pas un meurtre, l'enfant n'est même pas né. Dis ça à ton ventre. Mon ventre, c'est mon affaire. Une explosion s'est produite à la clinique d'accouchement de l'Ouest. C'est là où on était hier. Je croyais que vous pensiez à un acte d'héroïsme. Du genre bombarder les chambres à gaz de Dachau. Tu crois que c'est une conversation pour quelqu'un qui voulait devenir religieuse? Je suis allée un peu trop loin. Ça ne fait rien. J'ai oublié. Vous auriez le cran de tuer un bébé? Il a 5 mois. Vas-y, on va tous sauter ensemble. N'aie pas peur, vas-y. Bref, des séries qui vont mettre de plus en plus l'accent au fil des années sur leur cinématographie, sur l'élaboration de fils rouges dans leur narration. Séries policières qui vont relancer un âge d'or du genre, à plus forte raison que les thématiques les traversant se faisaient souvent le relais de préoccupations particulièrement prononcées dans l'Amérique des années 80. 1981, c'est l'accession au pouvoir de Ronald Reagan, dont l'une des lignes politiques sera de travailler à accroître les motifs d'incarcération, à accroître les peines, à privilégier la question du délit de rue à la délinquance en col blanc. Dans un contexte plus général de déclin économique des centres-villes et de montée des gangs de rue depuis la fin des années 1970 qui ont alimenté une grande guerre contre la drogue et amené à une surpopulation du système carcéral, mais aussi dans un contexte de critique de l'institution policière, des brutalités et autres violences de la profession, de corruption, suite notamment à différentes affaires très médiatiques à l'époque, avec un contexte aussi de croissance des initiatives de police communautaire. Bref, autant de fonds sociaux, économico, politiques dont toutes ces séries policières se sont faites potentiellement chambre d'écho dont il pouvait arriver sporadiquement les nuits de pleine lune que ci et là se glisse une ligne de dialogue d'apparence progressiste, mais qui dans leur large tendance faisait principalement le lieu du conservatisme et de la réaction, parfois les plus crasses. Je veux dire, il faut se rappeler ce qu'a été Hooker. Rappelez-vous cet épisode où le personnage incarné par William Shatner, assis à un bar, se met à raconter sa vie à de nouvelles recrues. Je le cite. Vous savez ce que j'ai raté à la messe des enfants? Le latin. Je voulais entendre du latin plutôt que tout en anglais. Qu'en est-il des médecins qui faisaient des visites à domicile, des réparateurs qui savaient comment réparer les choses, des joueurs de baseball qui se bousculaient, des boxeurs qui se faisaient emporter hors du ring au lieu de s'arrêter parce qu'ils avaient des crampes d'estomac, ou la peine de mort pour les voyous qui éteignent une vie comme si c'était une poubelle? J'ai vu le passé, messieurs, et ça marche.
conservatisme, les gens, voire réactionnarisme, que d'autant plus entretenu qu'au-delà même de l'écriture des personnages qui tend tendanciellement, la structure même de ces œuvres policières y invite, des œuvres dont la sérialité amène à en suivre suffisamment longtemps les personnages pour nous amener à valider chacune des décisions prises par eux, mais aussi et surtout leur raison d'être et l'importance d'un certain ordre social, le tout dans une forme de darwinisme social latent où cet ordre se doit être rétabli à chaque épisode. Et lorsque c'est pas le cas, ce sont bien les lacunes du système qui sont mises en avant, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, visant un système trop doux, trop soucieux des droits des accusés, qui justifierait ainsi de facto l'émergence régulière d'inspecteurs Harry avec leur lot de nécessaires transgressions de règles et de violences policières désormais légitimes et légitimées, parce qu'au fond, les gens, comme le soulignait Benjamin Kiscrow, chercheur en criminologie, je le cite, c'est la nature même des séries policières télévisées qui les amène à reproduire le mythe du crime et du châtiment au détriment d'autres mythes aux orientations plus critiques et progressistes, et ce a fortiori que ces séries policières, et notamment ces fameux classiques des années 80, avaient et ont le plus souvent encore fortement tendance à écarter toute solution sociale ou politique à la criminalité. Et si je mets ma phrase en partie au présent, c'est aussi qu'une étude assez unique en son genre, Normalizing Injustice, dont je vous mets bien sûr le lien en description, est arrivée depuis. Normalizing Injustice, publié en 2020, juste la première étude du genre sur les émissions de télévision policières et leur représentation du système de justice pénale à partir de l'analyse de 353 épisodes de 26 séries différentes axées sur le crime de la saison 2017-2018, donc très récent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la conclusion fait froid dans le dos. Je cite Rashad Robinson, président de Color of Change, l'organisme derrière l'étude. « Nous savions déjà que la télévision jouait un rôle important dans la perception du monde. Nous savons désormais à quel point le rôle de la télévision scénarisée est dangereux lorsqu'il s'agit de déformer la compréhension que les gens ont du crime, de la race et de la justice. Au lieu du rôle de vérité qu'elle pourrait jouer et de l'influence positive qu'elle pourrait avoir, ces émissions encouragent le public à rejeter les réformes et à soutenir les pires comportements de la police, des procureurs et autres. Clairement, ça pique les gens. Je vous passe les détails, mais l'étude relève notamment, comme je vous le soulignais déjà pour les séries des années 80, une forte inclinaison de ces séries à jouer le rôle de service des relations publiques de la police, avec une mise en avant d'une criminalité croissante, de policiers et de procureurs toujours utiles, qu'ils seraient davantage s'ils avaient plus de droits et d'autorité, mais aussi l'entretien d'une idée selon laquelle les réformes passées et les mesures politiques sont par essence inutiles. Et bien sûr, ça va avec le package, un rapport plus que douteux aux minorités. L'étude pointant à ce titre que le profil des showrunners et des scénaristes de ces séries est éclairant et étrangement homogène. Notez du peu, 81% des showrunners étaient des hommes blancs et 78% des écrivains étaient blancs, faisant du genre policier également l'un des moins diversifiés aux États-Unis. Étude de Normalizing Injustice à laquelle on pourrait ajouter celle de 2015 publiée dans Criminal Justice and Behavior qui avait répertorié, écoutez ça bien les gens, qui avait répertorié que la violence policière dans les drames policiers était dans 80% des cas présentés comme justifié. Le service des relations publiques de la police, je vous disais, et tout ça remonte à très loin, puisqu'il me semble qu'on pourrait aussi faire un parallèle avec le fait que dès 1910, l'Association internationale des chefs de police avait adopté une résolution condamnant l'industrie cinématographique pour la façon dont elle représentait les policiers de manière trop clownesque pour eux. Pour le coup, elle l'était, certes. Et le fait que ces séries policières aujourd'hui soient toujours aussi marquées politiquement doit, il me semble, fortement poser question, a fortiori que le drame policier télévisé représente désormais 1/5 de toute la production sérielle anglo-saxonne. Et c'est précisément pour ça qu'il n'est pas si anodin de dire s'inspirer des séries et films policiers classiques pour justifier le décorum de son jeu vidéo, et pas si anodin non plus que de positionner une nouvelle fois le joueur dans un monde dont la perception se fait par les yeux de la police et dans un cadre policier. Precinct, le nouveau Fallen Tree Games, ce sera dans le courant de cette année sur PC et peut-être plus si affinité. Et s'il n'est pas impossible que le jeu twist absolument le genre pour lui porter une subversive estocade, je sais pas pourquoi les gens, mais moi j'ai comme un doute. Après tout, j'ai vu le passé, messieurs, et ça marche. Le jour A est axé sur la récupération des fonctions musculaires. Patrick effectue toutes sortes de mouvements. On veut s'assurer que tout fonctionne. On redéfinit les bases.
Le jour B, on travaille l'amplitude et la puissance. Le mercredi, il doit déjà se mouvoir comme le dimanche. Je dois vous le dire, j'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble, des ballons sur le sol, des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis un magnifique abonnement plein de pubs à Netflix, bien sûr, puisque l'on a appris il y a quelques jours que la plateforme qui avait commis l'effroyable Rebel Moon avait finalement remporté les droits de 2 matchs de Noël de la NFL, la grande association d'équipes professionnelles de football américain, monnayant la modique somme de 150 millions de dollars. Un accord qui n'est pas totalement d'exclusivité, puisque les villes des équipes présentes dans ces matchs pourront également les diffuser, ainsi que l'application NFL+, mais pas de diffusion prévue sur les canaux traditionnels. Ça a du sens, vous verrez. En même temps, vu que l'événement fait partie des 25 programmes télévisés les plus regardés du pays, tu m'étonnes que tu mettes les petits plats dans les grands pour le récupérer. Alors, bien sûr, c'est pas la première fois que Netflix a affaire à la NFL. On peut se souvenir de la série documentaire Quarterback, dont je viens de vous montrer quelques images, et de Receiver, la série sportive estivale de cette année où l'on suivra 5 des meilleurs passeurs de la NFL tout le long de leur saison 2023. Mais c'est la première fois que la plateforme tente le coup du programme en direct, et ça pourrait bien indiquer un changement de stratégie. Les gens, pour celles qui longtemps a refusé de signer des accords sportifs aussi massifs que cela. Sauf que ça, c'est en train de changer, comme en témoigne cette signature d'un accord de 3 ans avec la NFL, mais aussi une signature très attendue pour devenir le foyer exclusif de Monday Night Raw de la WWE à partir de 2025, dans le cadre d'un accord évalué à 500 millions de dollars par an, et ce, pendant 10 ans. Mais on pourrait aussi parler du match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson du mois prochain, de la diffusion d'un match de tennis à Las Vegas entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, et autres compétitions de golf qui témoignent d'un changement de cap de la plateforme, malgré les déclarations de Ted Sarandos, directeur général de Netflix, qui est là à dire à qui veut bien l'entendre, non, c'est pas ce que vous croyez, on part pas du tout dans le sport, nous on veut juste une croissance des revenus et des abonnés. Il me semble qu'il n'y a pas trop de contradictions dans les termes, mais d'accord. Bref, malgré ces déclarations, toute cette accélération du contenu en direct chez Netflix, qui par ailleurs n'a pas attrait qu'au sport ces derniers mois, avec de la télé-réalité, mais aussi de nombreux spectacles de comédie. Récemment, on a eu Walk Folk de Kate Williams, Everybody's in LA de John Mulaney. Toute cette accélération dans la diffusion de contenu en direct apporte désormais le visionnage sur rendez-vous au sein du modèle économique de Netflix et rapproche davantage celui-ci du modèle classique de la télévision. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant dans un contexte où la plateforme a introduit en novembre 2022 la publicité dans son modèle économique intégré à une offre alors moins chère. Un succès très important pour Netflix, dont cette formule avec publicité compte désormais 40 millions d'abonnés et formule accessoirement privilégiée par environ 40% de nouveaux abonnés. C'est énorme. A fortiori qu'il y a quelques semaines, la plateforme s'était empressée de souligner l'engagement de ses abonnés. 70% des utilisateurs et utilisatrices de cette fameuse formule avec publicité ayant regardé plus de 10 heures de contenu, soit 15% de plus que la concurrence. Et là, c'est les annonceurs qui doivent être contents. Et ça tombe plutôt bien puisque selon le cabinet Nielsen, les diffusions NFL font précisément partie de ces rares programmes dont l'audience plus qu'importante est particulièrement stable, quel que soit l'endroit ou la semaine de diffusion. Pratique. Mais au-delà, les gens, si Netflix force autant ces derniers mois sur la diffusion en direct, c'est aussi pour forcer un changement de paradigme, passant d'être une alternative à la télévision traditionnelle à une possibilité tout à fait concrète de la remplacer, dans un contexte où l'année dernière, on apprenait qu'aux États-Unis, 38,7% du total des heures d'utilisation d'un téléviseur l'était désormais pour regarder du contenu de plateformes de streaming, dans un contexte où ces plateformes commencent à se réunir entre elles dans différents bouquets, rappelant fortement les bouquets câbles dont elles travaillent à saper la visibilité, mais dans un contexte aussi où, selon Ampere Analysis, les services de streaming devraient cette année dépasser les abonnements à la télévision payante, mais aussi les revenus de cette même télévision payante, dont les projections postulent également que la valeur de ces revenus devrait diminuer de moitié d'ici 2028,
colossal. Et ça commence dès maintenant avec Comcast qui s'est dit que ce serait une riche idée pour ne pas disparaître que de rejoindre le bouquet d'offres groupées de Netflix, Peacock, Apple. Je vois pas du tout évidemment ce qui pourrait mal se passer et qui se passe déjà pas mal puisque depuis quelques années on voit déjà une tendance à la coupure de cordon comme on dit, où de plus en plus d'Américains et d'Américaines résilient leur abonnement aux fournisseurs de télévision payante. Moins 2 215 000 abonnés au premier trimestre 2023, c'est 400 000 de plus qu'en 2022, ça pique très fort et tout ça est d'autant plus attendu que dès 2013, les gens, dès 2013, il y a plus de 10 ans, Netflix publiait déjà à l'époque un document de 11 pages intitulé Netflix Long Term View dans lequel la société soulignait très précisément une série de facteurs qui à terme amèneraient à la disparition de la télévision traditionnelle, à commencer par des facteurs financiers. Là où aujourd'hui Netflix propose un plan premium son plus cher à 19,99 $ par mois, il faut garder à l'esprit les gens, il faut garder à l'esprit qu'un ménage type payait en 2018 156,71 $ par mois pour un forfait de câblo-télévision de base qui, avec des frais supplémentaires et les taxes, revenait à 217,42 $ par mois. Bref, il semble de plus en plus difficile pour la télévision payante américaine de tenir le boom et la pression continuelle des plateformes de streaming. Boom du streaming qui repose ainsi sur le même modèle économique de cette même télévision payante par abonnement, attirant de la même façon qu'à l'époque de l'arrivée du câble les gens en leur promettant, vous le savez, une expérience de visionnage meilleure et moins chère avant de mieux finir par augmenter les prix pour des abonnés désormais captifs. On connaît, on a déjà vu, et précisément on avait déjà vu ça à l'arrivée des réseaux de câblo-diffusion, à ceci près que, comme le souligne le média The Conversation, il y a une différence de taille. Si à la fin des années 80 il y avait bien eu un mouvement très critique, assez important, qualifiant ces pratiques commerciales d'injustes voire délétères, rare est désormais la réelle et concrète contestation de ces plateformes de streaming et de leur système économique aujourd'hui. D'où aussi l'absence de contestation de cette absorption rampante du câble par Netflix et consorts, participant au passage aussi d'une forme de concentration du capital, participant d'effets délétères dont on a déjà parlé dans l'émission au sein d'industries de la télévision et du cinéma d'autres pays que les États-Unis, participant également de l'encouragement de pratiques invitant à la consommation passive et incessante de contenu, d'un rapport parfois plus que douteux aux algorithmes, le tout dans un système où le temps d'attention est l'une des principales marchandises, tous ces fameux chiffres de nombre d'heures vues de production Netflix. Voilà les gens, et si l'on peut se satisfaire pour plein de raisons que je comprends de la chute d'un câble hors de prix, il me semble qu'il est bien nécessaire dans le même temps et absolument dans le même temps de se remettre à minima à être plus que critique et matériellement contestataire des orientations et de l'avenir déjà tout tracé de cette plateforme de streaming. Contester, les gens, contester, enfin pas ce soir, non, ce soir il y a foot sur Netflix. Gilles Lecordier, Donald Renew, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briquer le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage, Mais aussi tous les artistes, les graphistes, musiciens, Écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. ou pinaise. Vous avez compris, la culture est en danger. Car l'IA n'inventera plus rien. ça n'est pas un génie, petit canaillou. et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles. En usurpant par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artistes, production. Ingé son, direction artistique. Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, C'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. vous qui êtes attachés à nos voix, Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Pour que le doublage en France reste une exception culturelle. vous pouvez la taguer en commentaire. Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises Touche pas à ma VF, les gens, c'est ce mouvement porté par de nombreux
comédiens et de nombreuses comédiennes de doublage français et soutenu par le syndicat français des artistes interprètes et l'association professionnelle Les Voix la semaine dernière. Mouvement qui s'était donné pour mission de donner un coup de projecteur sur les conséquences potentielles de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du doublage. Un mouvement qui, pour ce faire, nous a invités sur les réseaux, comme vous venez de l'entendre ou de le voir si vous suivez l'émission en live ou en VOD, à signer une pétition dont je vous mets le lien en description. Bien sûr, pétition demandant à l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, d'affirmer l'exception culturelle du doublage. Pétition dont je vous cite quelques parties pour vous mettre dans le bain. Il est du devoir des pouvoirs publics d'agir, non pour empêcher l'innovation, mais pour réguler le développement de l'IA générative de manière à protéger les artistes, les œuvres, la culture et l'emploi. Le gouvernement reste sourd à nos demandes en prétextant l'urgence de développer des outils français et européens face aux géants américains et chinois, mais ces mêmes pays, étonnamment, semblent plus prêts à réguler que le nôtre. La pétition appelant notamment à plus de transparence dans la formation de ces IA génératives qu'on sait pomper allègrement des kilotonnes de contenu sous droit d'auteur, d'œuvres sur lesquelles précisément travaillent tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses du monde du doublage. Et ce mouvement touche pas à ma VF, a d'autant plus de poids, il me semble, qu'il se fait l'écho de cette fameuse affaire dont vous avez peut-être entendu parler, de la voix de Scarlett Johansson qui a eu lieu quelques jours plus tôt, l'actrice affirmant que la dernière mise à jour de ChatGPT de la société OpenAI utilisait sciemment une copie de sa voix, rappelant ainsi volontairement le rôle qu'elle avait pu avoir dans le film Her de Spike Jonze. Her, qui était le seul mot publié par Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, sur les réseaux sociaux pour marquer l'avènement de cette nouvelle mise à jour très vocale de ChatGPT. Sans doute une coïncidence qui a fait scandale en tout cas, poussant OpenAI à rapidement déclarer publiquement que la voix du nouveau modèle GPT-4o Sky n'était pas une imitation de celle de Scarlett Johansson, mais appartenait à une actrice professionnelle différente qui... Quoi? On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, on sait que OpenAI a depuis retiré la voix et que ça négocie en fond avec Scarlett Johansson. Bizarre, quand même bizarre. Mais pour être sûr que vous soyez rassurés pour le futur, OpenAI a également publié dans un autre article de blog Les gens ce mois-ci, précisant que la société travaillait, écoutez ça bien, c'est pas évident de se faire une image mentale, travaillait au développement d'un contrat social largement bénéfique pour le contenu à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors déjà, Rousseau GPT, mais au-delà de ça, qui peut faire confiance au développement d'un quelconque contrat ou d'une quelconque régulation de l'IA par la société même qui est accusée depuis des mois de manquer d'observateurs externes, de déprioriser la sécurité de l'IA, d'être extrêmement opaque dans ses fonctionnements et d'avoir dissous il y a seulement 2 semaines l'équipe chargée de la sécurité d'une potentielle super intelligence artificielle avec l'une des séquences les plus bullshit que j'ai pu voir depuis des semaines. Puisque Jen Lake, qui a été co-dirigeant de ce projet de sécurisation, est parti en claquant la porte à OpenAI, précisant sur Twitter que c'était bien à cause de désaccords fondamentaux avec les dirigeants sur les priorités de l'entreprise, qui n'incluaient désormais plus ni sécurité, ni protection des travailleurs et des travailleuses culturelles. Ce à quoi Sam Altman avait répondu, et c'est génial, les gens, profitez, ça va directement dans les bullshito d'or de cette année. Éclaircissement de voix. Il a raison. Nous avons encore beaucoup à faire pour la recherche sur l'alignement, sur les valeurs humaines et la sécurité. Et nous sommes déterminés à le faire. Mais vous venez de fermer le service! Bref, les gens, lunaire, un contrat social, évidemment, ce à quoi des organismes comme le célèbre syndicat américain SAG-AFTRA ont répondu « Ok, bah écoutez, faites votre contrat, là, nous, on va faire le social, nous, on va le faire, le social », d'où l'accélération dans le travail de sensibilisation des travailleurs, des travailleuses culturelles, mais aussi des entreprises qui les emploient, quant à l'existence de réels droits d'auteur sur ces voix, dont beaucoup ne sont pas encore au courant, et ce qui n'a pas toujours été le cas, rappelez-vous l'affaire du rire de Woody Woodpecker, dont on avait parlé il y a quelques semaines dans l'émission, mais au-delà de ces campagnes de sensibilisation, il y a aussi des actions très concrètes de lobbying, notamment en soutenant le projet de loi No Fakes Act qui vise à protéger les artistes contre les répliques numériques non autorisées. Et tout ça se fait d'autant plus dans l'urgence que ces affaires Johansson et assimilées sont, comme le souligne Charlie Warzel pour son article pour The Atlantic, des microcosmes de la situation brute de l'intelligence artificielle qui ne témoigne que de ce qu'elle est aujourd'hui matériellement. Je cite, c'est plutôt un bon résumé.
Une technologie qui est construite sur le vol, rationalisée par 3 couches de postures légalistes de premier ordre sous couvert d'usage équitable et justifiée par une vision du monde selon laquelle l'hypothétique superintelligence que les entreprises technologiques construisent est trop grande, trop changeante pour le monde, trop importante pour ses préoccupations banales et futiles que sont le droit d'auteur et le crédit des travailleurs et des travailleuses qui sont à l'origine de toutes ces œuvres. Voilà, mais c'est pas la seule chose, les gens, à laquelle ce mouvement touche pas à ma VF fait écho, puisque la veille, l'Union européenne s'est enfin dotée du AI Act, un arsenal juridique pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, avec notamment toute une régulation par palier de dangerosité des systèmes. AI Act, dont je vous parle en filigrane depuis des mois dans l'émission, et qui enfin, mardi 21 mai, a été adopté par les 27 États membres. Alors bien sûr, il faudra attendre sa publication au journal officiel et des exceptions à apporter, si bien est que certaines des mesures de ce AI Act ne devraient s'appliquer qu'en 2030. 2030, les gens. Le Skynet sera ravi d'avoir des trucs à lire en 2030. C'est super, merci à lui. Surtout que le contenu de cet AI Act, c'est pas non plus le grand soir de la transparence et les interdictions, ils sont aussi rares que les travailleurs et travailleuses du pays du Sud, nombreux et nombreuses pour faire tourner ces fameuses intelligences artificielles. On n'oublie pas. D'où le fait que Brigitte Lecordier, que Donald Renew, que Dorothée Pousseau et consorts cherchent à mettre la pression au ministère de la Culture et vite, dans un contexte d'autant plus compliqué qu'Emmanuel Macron, à l'occasion d'un rassemblement des grands acteurs du secteur en marge du salon Vivatech à Paris, a annoncé 400 millions d'euros supplémentaires pour financer la formation de spécialistes de l'intelligence artificielle à travers 9 pôles d'excellence, nous dit-on, des clusters de l'IA, comme il aime à les appeler. Et si vous n'êtes pas convaincu par ces IA, sachez que vous le serez, les gens. Vous le serez. Et vous savez pourquoi vous le serez? Puisque Monsieur le Président a également confié une mission d'acculturation des citoyens au Conseil national du numérique qui disposera pour ce faire d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour organiser des débats et des cafés autour de l'IA en France. Il y a un mot pour ça en français. Il y a même beaucoup de mots pour ça en français. J'ai oublié, vous me les rappellerez dans le chat. Bref, fin du tunnel. La France se veut être l'une des figures de proue de l'intelligence artificielle, ce qui laisse pas mal à craindre pour les seuls travailleurs et travailleuses du doublage si une interprofessionnelle ne se met pas en marche en leur soutien. France qui, après le Royaume-Uni en 2023 et la Corée du Sud actuellement, organisera les 10 et 11 février 2025 prochains la nouvelle édition du sommet international de l'intelligence artificielle. Et tout ça va immensément vite, puisque cette année, le festival d'animation d'Annecy est également sous le feu des critiques pour avoir accepté dans sa compétition un long métrage japonais qui utilise un logiciel d'IA générative dans le cadre de son processus de production. Juste pour le plaisir, les gens, juste pour le plaisir. Je vous laisse juger de la qualité. Bye bye. 青いガスが私たちの街を襲った。吸引した人々は生ける屍に変わり、噛まれた人々も同じ運命をたどった。私たちだって患者さんを救いたいと思ってる。先生の言ってることはいつも綺麗事だよ。ゾンビになるんやさかい。銭なんか邪魔やろ。ここでバイバイだよ。行かないで。まだ希望はあるわ。死んでもいいんだ。 Bref, les gens, c'est dégueulasse. Qui aurait pu savoir, comme le dit si bien notre président. Et quand on demande au festival quel est ce pastis, Marcel Jean, le directeur artistique du festival d'Annecy, répond dans une déclaration comparant l'IA aux premiers ordinateurs que, je le cite, préparez-vous, cette partie de claquettes est réalisée par un professionnel et générée par Stable Diffusion. Il nous a semblé important de sélectionner quelques-uns de ces travaux réalisés par IA afin que les discussions et les débats sur l'intelligence artificielle se concentrent sur des applications spécifiques et tangibles plutôt que de se limiter au théorique et à l'hypothétique. Sacré argument qui emprunte au meilleur. Mais on n'a jamais essayé l'extrême droite. On devrait essayer, on ne sait pas. Merci Annecy, vraiment merci pour les travailleurs et travailleuses culturelles. Excellent. Et je vous dis ça, mais tout le monde veut sa part dans l'IA, les gens. À la mi-mai, l'intelligence artificielle était au cœur de l'Africa CEO Forum, organisé à Kigali. Pour ne pas louper le train en marche, puisque la thématique de l'édition 2024 de l'événement était une place à la table ou sur le menu. Ça dit tout. Bref, je vous passe les détails de l'événement, mais en gros, ça tirait largement
largement plus vers la nécessité d'adopter massivement l'intelligence artificielle et de faire partie du processus constituant, ne serait-ce que pour aider dans un premier temps à parachever la transition numérique du continent. Ça tirait largement plus vers ça que vers de meilleures conditions de travail pour ces modérateurs kényans d'un ancien sous-traitant d'OpenAI dont il avait été révélé l'année dernière que ceux-ci étaient exposés quotidiennement au pire contenu possible de l'Internet pour 1,46 à 3,75 $ de l'heure, et ce afin de former les modèles GPT. Excellent. Bref, alors que les travailleurs et travailleuses culturelles sont passés, et à raison, en mode touche pas à ma VF, jamais les gouvernements et les grandes entreprises de la tech n'ont été autant en mode touche pas à mon IA. Je ne reviens pas sur mon avis personnel sur les IA, on pourra en discuter plus tard après l'émission si vous voulez, avis que j'ai déjà beaucoup donné dans l'émission, mais il est clair qu'il va falloir être beaucoup plus nombreux et beaucoup plus nombreuses et regroupés pour faire vaciller cet immense rapport de force qui chaque jour qui passe semble bien insurmontable. Et pourtant, les gens, la persévérance, vous le savez bien, le murmure de l'espoir qui dit l'impossible n'est que temporaire, force à vous comme toujours, et au travail pour que Touche pas à ma VF devienne progressivement et collectivement Touche pas à ma VF, je t'ai dit. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu faire longuement le point aussi sur l'affaire Live Nation Ticketmaster, du nom de cette gigantesque multinationale du divertissement en charge de la promotion, de l'exploitation, de la gestion de la vente des billets pour des spectacles en direct, mais qui gère aussi des salles, des artistes, et qui travaille assez manifestement depuis des années à être la seule à pouvoir le faire, et qui est en plein procès avec le ministère américain de la Justice, qui a intenté la semaine dernière une action en justice, enfin pour démanteler les deux sociétés. Personne n'y croit sérieusement, mais souvenez-vous, on en avait parlé plusieurs fois, l'entreprise étant largement suspectée de s'engager plus qu'activement dans des pratiques anticoncurrentielles. Et c'est dans le cadre de ce procès qu'un recours collectif de consommateurs a été déposé la semaine dernière contre le conglomérat devant le tribunal fédéral de Manhattan. Un recours demandant rien de moins que 5 milliards de dollars. Les gens, 5 milliards de dollars de dommages et intérêts en dédommagement de millions d'acheteurs et d'acheteuses de billets. 5 milliards, vous savez combien de l'Armina ça fait? 5 milliards, beaucoup de l'Armina, ça va de soi. On continuera de suivre tout ça. On aurait pu parler de cette actualité assez triste pour le secteur culturel britannique avec cette news de Digital Music dont le titre donne le ton. Les festivals de musique sont en train de mourir au Royaume-Uni. Plus de 100 festivals devraient fermer rien qu'en 2024. 100 festivals. Les gens, on apprend dans l'article qu'une quarantaine d'entre eux ont déjà mis les amplis sous la porte. En cause, entre autres, une flambée des coûts de production de plus de 30% du fait de la pandémie. Ce pourquoi l'association des festivals indépendants a déposé une demande auprès du gouvernement britannique de réduire la TVA sur la vente de billets pour ces festivals, et ce pendant 3 ans, le temps de se remettre. Réduction de la TVA que le gouvernement britannique avait déjà réalisée pendant le Covid-19, précisément pour soutenir ce secteur du divertissement en direct. Donc optimisme de la raison, optimisme de l'action, allons-y. En tout cas, moi je le souhaite. On aurait pu parler de l'acquisition par la Toho, les gens, du très chouette studio d'animation Science Salu, derrière Inuo, derrière Devil May Cry Baby, et plus récemment derrière Scott Pilgrim Takes Off, dont on avait parlé dans l'émission. Enfin, très chouette. On verra si les conditions de travail chez Science Salu font aussi partie du package. Évidemment, le studio ayant été épinglé à plusieurs reprises pour surcharger de travail ses travailleurs et ses travailleuses, avec des animatrices qui s'enfermaient dans les toilettes pour y pleurer et ainsi espérer passer leur crise de nerfs, probablement alimentée au moins en partie par le fait de devoir passer très régulièrement des nuits blanches au studio Science Salu, qui avait été fondé par Masaaki Yuasa, qui réalisateur de Lou et l'île aux sirènes, qui avait quitté le studio en 2020 après y avoir fait un burn-out. Ça s'invente pas, les gens, ça s'invente pas. Bref, il était temps de dire salut au studio Science Salu, force aux travailleurs et aux travailleuses qui y sont. On aurait pu parler de cette tendance absolument éclatée de films nuls qui font des fours cosmiques en salle et qui en deviennent instantanément d'énormes cartons d'audience en streaming sur les plateformes. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le honteux Madame Web de S.J. Clarkson, prenant insolemment la 2e place au top 10 mondial. Écoutez les gens, arrêtez de mater ça, faites pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire s'il prend l'envie à Netflix d'en faire un 2e? Quel enfer! Coupez Netflix et faites-vous une toile, ça ira beaucoup mieux. On aurait pu parler du décès la semaine dernière du documentariste et cinéaste Morgan Spurlock à la suite d'un cancer, et après, il faut le dire, une carrière plus que contrastée, une fin de carrière plus que contrastée suite à sa propre déclaration d'harcèlement et d'abus sexuels qu'il a mené au fil de sa vie. Morgan Spurlock, réalisateur notamment du documentaire Super Size Me, où l'on suivait son étrange défi de ne manger pendant 30 jours et 3 fois par jour que des menus Super Size de chez McDo.
judo, une aventure qu'il avait mis très mal et avait bien bousillé sa santé, même si on sait maintenant qu'il bullshitait pas mal les effets secondaires, mais qui avait surtout eu l'effet d'une petite bombe aux États-Unis. Un documentaire critiqué de toutes parts pour tout un tas de raisons, des raisons politiques, des raisons de méthodologie scientifique, mais participant au final d'attirer l'attention du grand public sur ces sujets, déclenchant et nourrissant le débat sur les effets néfastes de l'industrie du fast-food sur la santé publique, en particulier à un moment où les États-Unis étaient confrontés à une hausse des cas d'obésité. Bref, un documentaire important qui avait conduit, ou plutôt participé de conduire d'une façon ou d'une autre, aux quelques assainissements de produits McDonald's, à l'étiquetage de nombre de calories, mais aussi à toute une tendance d'autres documentaires du genre qui, eux aussi, avaient pu mener à des effets concrets. Voilà, c'était ça aussi Super Size Me. On aurait pu, les gens, se facepalmer puissance 10 avec l'annonce d'une série de documentaires réalisée par les frères Naudet sur le thème « Tenez-vous bien, des Jeux Olympiques » pour en voir les coulisses. Nul doute qu'on y verra les étudiants délogés, le métro à 10 € et les compétitions de défécation dans la Seine. Ça va être top. Et si vous aimez les JO, vous en aurez jusqu'à l'écœurement, puisque le CIO a également annoncé la production de 3 séries sur 3 supports différents en collaboration avec Netflix et dont la mise à disponibilité devrait arriver bientôt. On aurait pu parler du dessin animé adapté du jeu vidéo Dead Cells. Souvenez-vous, on en avait parlé à l'occasion de la présentation du jeu Windblown de Motion Twin. Dead Cells, donc, qui s'offre un animé d'épisodes assez courts chez le studio Bobby Pills. Et écoutez, j'ai bien peu de choses à dire dessus, si ce n'est que moi, ça me chauffe pas mal. Image. Il existe une prophétie qui dit que l'élu, l'homme à tête de flamme, accomplira un jour sa destinée et pourfendra le méchant roi du sortilège du mal-être. N'importe quoi, c'est des conneries de complotistes, ça. Ouais. Je suis Laure Esposito, prêtresse de l'ordre de la vérité. Et lui, c'est l'élu de la prophétie. Qu'importe le futur. Pour moi, l'enfer n'a pas de fin. La puissance du roi est protégée par les 5 doigts de sa main. Anilou, Indexa, Auriculum, Majoro. Vous allez devoir tous les tuer. Mais c'est quoi ces conneries là? On ne défonce pas les gueux, on sauve les gueux. De ma victoire dépend l'avenir du monde. Mon boulot, c'est de faire des quêtes. Des quéquettes? Michel, c'est con, des quéquettes. Vous êtes sûr que c'est l'élu? Je sens qu'elle va être longue cette quête. Dame Esposito et l'élu à tête de flamme. On aurait pu également parler du clap de fin pour ICQ, les gens, du clap de fin pour ICQ, application de messagerie très populaire dans le courant des années 90 et qui cessera de fonctionner le 26 juin prochain, ce qui sera l'occasion pour beaucoup d'entre nous d'apprendre au passage que l'application marchait toujours en 2024, c'est fou. On aurait pu rester dans le monde des applications avec le blocage administratif de TikTok en Kanaki, un blocage réalisé sur une disposition tout à fait particulière, celle de la théorie des circonstances exceptionnelles, sorte de proto-état d'urgence permettant à l'administration de ne pas respecter la légalité ordinaire. Et ça risque d'être un sacré précédent, les gens, pour sortir du cadre légal courant dans tout un tas d'autres situations. Comme le souligne l'avocat Alexandre Archambault sur Twitter, je le cite, « C'est quand même super pratique cette création prétorienne qui résultait d'un contexte particulier. La Troisième République n'avait pas de loi d'état d'urgence pour éviter de recourir aux procédures de droit commun existant depuis 20 ans pour les contenus en ligne. » TikTok, les gens qui, selon TechCrunch, et on aurait pu aussi en parler, travaillent à la possibilité de diffuser des vidéos d'1 heure, ce qui me permettrait de faire des tunnels où je parle tout seul sur TikTok aussi. Vraiment cool, je suis très chauffé par ça. Mais s'il y a bien une autre chose qui me chauffe aussi, les gens, c'est bien les recommandations de la semaine qui mettent ainsi fin aux news et qui mettent début à une sacrée vidéo. Justement. Parce que j'aimais bien ce personnage qui déjante complètement. Je sais pas, ça avait provoqué en moi un truc qui... Je me suis dit, tiens, je me retrouve dans ce personnage-là. Prenez le burger. Tournez-vous, regardez. Vous voyez? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là... Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée? C'est vraiment une remarque basique de chez Basique. Il révèle pas une vérité cachée super profonde qui remet en cause nos certitudes. Il dit même un truc que tout le monde sait. Mais c'est précisément là où repose le kiff. Il en a marre de pas le dire. Il dit très littéralement et très tristement, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Même les clients. Difficile cette semaine de ne pas commencer les recommandations de la semaine avec cette énorme vidéo de 2 heures du collectif Scholbegeek, 2 heures d'une auto
autopsie méticuleuse du film Chute libre de Joel Schumacher, confrontant constamment le film à son contexte de production. Je vous laisse découvrir les très nombreux ponts qui sont faits entre tous ces tropes et toutes ces réalités d'une Amérique des années 80, mais pas que. Voilà, vous le savez, hein, moi j'apprécie beaucoup le travail de la chaîne de Bolche Geek, mais il faut dire aussi que cette excellente vidéo construite autour du film Chute libre correspond peu ou prou à tout ce que j'attends d'un travail sérieux réalisé sur une œuvre culturelle afin de reconnecter celle-ci au monde qui l'a engendré. C'est excellent, et si vous hésitez encore à la voir, hein, dites-vous que c'est exactement ce que l'on fait dans cette matinale depuis un peu plus d'1 an, mais en mieux et avec un long tunnel encore plus long que les miens de 2 heures. Alors n'hésitez pas les gens, n'hésitez pas, foncez, lien en description. Le deuxième point, en quoi les éditeurs vous prennent pour des cons? Les IA. Alors les IA, c'est un gros sujet, j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, on en a parlé un peu sur Twitch. Moi je suis arrêtée sur mon idée et ça ne me fera absolument pas changer d'avis. L'utilisation des IA dans les couvertures de maisons d'édition et même dans la traduction, qui pose aussi un problème dans l'écriture et ce genre de choses, est très problématique selon moi. Mais surtout, la fabrication de couvertures à partir d'IA, c'est du vol. C'est-à-dire que les IA volent des... Pour cette seconde recommandation, direction la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, tenue par Lorraine Bels, gérante et fondatrice de la maison d'édition Les Trois Nornes. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est précisément de maison d'édition dont Lorraine va parler dans sa dernière vidéo, pointant du doigt des arnaques désormais courantes dans le monde de l'édition et même parmi les plus grandes maisons, que ce soit par la gestion du prix du papier en jouant sur le nombre de pages, sur des reliures réalisées à l'étranger, en manipulant le tout avec de l'IA, en abusant de pratiques de réédition, de l'élaboration de collectors, voire même en tentant de faire passer certains genres littéraires pour ce qu'ils ne sont pas. Les possibilités sont décidément bien nombreuses pour douiller tout un tas de gens. Très clairement, c'est moins 10 points pour Gryffondor, les gens, contrairement à cette vidéo très directe qui met un peu de lumière sur ce qui est toujours très opaque, vidéo que je vous invite à découvrir avec le lien là aussi en description. 제 이름은 강경윤이고요. 그러니까 제가 왜 엔터테인먼트 기자가 됐냐라고 물으신다면 저는 이곳에 일어나는 일이 우리 사회의 축소판 같았거든요. 돈, 권력, 그리고 여성, 섹스 이 분야에서 일을 하면 할수록 점점 더 우리 사회의 어떤 밑바닥, 본 모습을 보게 되는 것 같아서 Bon, les gens, vous savez que j'essaie dans la mesure du possible de ne pas vous recommander de vidéos anglophones ou en langue étrangère pour tout un tas de raisons. Mais cette semaine, je vais vous faire une petite entorse pour cet énorme nouveau documentaire proposé par la BBC à propos du scandale Burning Sun. Un scandale qui en 2019 mêlait une boîte de nuit de Séoul, des célébrités de la K-pop, des accusations de drogue, d'abus sexuels, de corruption. Un scandale qui s'était terminé par des condamnations et qui avait largement secoué l'industrie de la K-pop à l'époque. En revenant sur ce scandale, la BBC prend le parti de suivre 2 journalistes coréennes, Park Hyo-sil et Kang Young-yeon, qui ont enquêté sur ces scandales sexuels et qui, à l'arrivée, en ont payé un plus que lourd tribut personnel, comme exactement vous pouvez l'imaginer. Documentaire absolument à découvrir, ce pourquoi il rejoint les autres recommandations en description. Toujours nécessaire d'avoir besoin de séparer les couches d'un décor, mais ça arrive quand même très souvent qu'on ait besoin de le faire. Donc si vous travaillez en digital, vous devrez dessiner les différentes couches du décor sur des calques différents. Et si vous travaillez en traditionnel, sur papier, vous devrez dessiner les différentes couches du décor sur des feuilles séparées. Sur les grosses productions, telles que les films Disney, il y a des superviseurs décors qui se chargent de faire les décors principaux du film. On va se cultiver un petit peu avec cette dernière recommandation, puisque pour bien terminer précisément les recommandations, je vous propose de partir sur la chaîne de Madame Swazik, enseignante en école de cinéma d'animation, qui cette semaine s'est attelée à la partie 2 de son diptyque de vidéos sur la production d'un film d'animation de type industrie de l'animation. Diptyque de vidéos durant lesquels Madame Swazik décrit méthodiquement chaque étape de la création d'un tel film d'animation en s'appuyant pour illustrer ses propos sur le film Hercule chez Disney de John Musker et de Ron Clements. C'est un petit peu velu si comme moi vous n'y connaissez rien, mais c'est suffisamment illustré pour que vous ayez à la fin la sensation d'avoir tout compris, et ça a le mérite de remettre sur le devant de la scène tous ces postes de métier nécessaires au miracle qu'est celui de la production d'un film d'animation. Réaliser un projet d'animation partie 2, c'est sur la chaîne Madame Swazik que ça se passe, et c'était la dernière recommandation de cette semaine sur Soft Power.
Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi. On a réussi à se recaler, les gens. On a réussi, quel plaisir. Et si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Soft Power, que vous souhaitez réécouter les anciens ou découvrir les fameuses discussions dont je vous parlais à l'entracte de l'émission, vous avez le choix audio. Vous avez le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo sur la chaîne YouTube Lex Tutor. Évidemment, tous les liens sont en description. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 56e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du pays d'Oz, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour la 57e et en attendant, vous en avez l'habitude, prenez soin de vous, regroupez-vous évidemment et moi je vous dis ciao.